le marché français est quand même un marché qui n'était pas du tout mature dans le SaaS, où par rapport aux Nordics, il y a 10 ans de retard. Si toi aussi tu penses que l'expert comptable est un facteur clé de succès pour les entrepreneurs, alors tu es au bon endroit. Bienvenue dans l'Accounting Business Club, le podcast dédié à l'écosystème comptable au sens large. Dans chaque épisode, vous retrouverez des parcours inspirants d'experts comptables, d'entrepreneurs, d'éditeurs. Le tout, c'est qu'à chaque fois, vous puissiez retrouver des actions concrètes pour vos entreprises. Parce que c'est comme ça qu'on est chez Booster Digital. Je m'appelle Alexis Lama et j'ai fondé l'agence Booster Digital il y a 5 ans. Notre rôle, il est de vous permettre de développer vos entreprises sereinement. Avant de vous laisser pour écouter cet épisode, je vous invite, comme tout le monde, à mettre un 5 étoiles sur la plateforme de votre cœur si ça vous a plu et surtout partagez-le au plus grand nombre. Parce que plus on sera nombreux à faire évoluer nos entreprises, plus on sera heureux au quotidien. Je vous souhaite une très bonne écoute et je vous dis à très vite. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Accounting Business Club, le podcast des experts comptables, un épisode qui s'annonce. Je suis assez excité de le faire avec toi Romain aujourd'hui parce qu'on va parler de sujets chauds. En plus, on diffuse juste avant le congrès des experts comptables, donc c'est-à-dire autant dire le moment chaud où tout le monde se voit. Et Visma tient une place importante aujourd'hui sur ce congrès. Je pense qu'il y aura des annonces qui seront faites certainement un peu avant, certainement un peu après. Quoi qu'il en soit, le marché des éditeurs est en pleine ébullition, le marché des experts comptables et lui aussi en pleine transformation, un marché que tu connais bien, sur lequel tu as fait plein de choses déjà. Et du coup, je suis très heureux de te recevoir aujourd'hui dans le podcast pour ce qu'on va voir, tu vois, ensemble. Ça va être, on va revenir quand même un peu sur ton parcours parce que comme maintenant à chaque épisode, je demande aux membres de la communauté de l'Accounting Business Club quelles sont les questions qu'ils aimeraient poser à l'invité. Donc du coup, tu vois, c'est des questions qui reviennent. On va vraiment être très pratico-pratique, sachant que je t'ai demandé avant et tu m'as dit on peut parler de tout, donc on va parler de tout de façon très tranquille. L'idée, tu vois, c'est de revenir un peu sur le parcours, qu'on comprenne ce qui a amené à Income, qu'on comprenne maintenant ce qu'est Visma. On va parler donc de Visma, on va parler des différentes acquisitions quand même de Visma qui ont eu lieu cette année en 2024 quand même, pour creuser parce qu'il y a des sujets sur ça. On va parler aussi, j'aimerais bien avoir ta vision du marché de l'expertise comptable et notamment vers où il va, quelle est la place de l'IA et quel est le sujet de la facture électronique, si sujet de la facture électronique il y a évidemment. On est ensemble pour une bonne heure, hein, on va la faire tranquille comme ça. Et puis le tout dans la joie et la bonne humeur avec un grand sourire en espérant te faire rire un peu. Ça te va ? C'est parfait. Go, c'est parti. Romain, du coup, tiens, je te laisse te présenter, peut-être quand même histoire de rentrer en matière. Je t'ai un peu teasé là, mais comment on peut te présenter ? Déjà, salut. Comment on peut me présenter ? On me présente comme un entrepreneur récidiviste, puisque c'est pas ma première aventure et parce que je pense que je saurais pas faire autre chose. Qu'est-ce qui t'a amené dans l'expertise comptable au début ? Alors, par pur hasard, avant j'avais un ERP pour les professionnels du voyage, et un jour j'ai eu un client qui a fait faillite parce que ses comptes étaient faux. Et là, je me suis dit, il y a un truc. Donc, j'ai fait un premier outil comptable dans mon ERP à l'époque, spécialisé pour le voyage, avec la TVA sur marge, la compta en devise, des choses un petit peu différentes. Et j'ai créé comptatourisme.com avec un expert comptable. Donc, j'ai créé un cabinet comptable spécialisé pour les professionnels du voyage. En quelle année ? Donc, c'était en 2013. Et super. Et puis fin 2014, je cède mes parts dans mon ERP de voyage. Et puis je me rends compte que j'ai plus trop la possibilité d'utiliser le logiciel que je viens de vendre. Et ce qui fait que je crée une autre marque, Fred de la Compta, en 2015. Et puis là, ça s'est enchaîné. Ça s'est enchaîné au départ. On est un pur cabinet comptable. Avec une création d'une première plateforme plus d'échange de données avec les clients. À ce moment-là, j'ai pas du tout l'intention de créer un outil de production comptable. Je me repose sur les sachants, mon associé avec ses collaborateurs. Et puis finalement, la façon dont on propose nos services dans la proposition de valeur, parce que moi j'ai été avant entrepreneur plusieurs reprises de l'autre côté, c'est-à-dire avec des experts comptables. Et j'ai juste évoqué ce que j'aurais aimé avoir dans certaines époques, dans certains moments de mes business.
Et puis ça a fait mouche et là on se rend compte que il y a beaucoup de gens qui viennent. En plus, dans mes expériences passées, j'ai eu aussi une agence de community management, ça s'appelait avant. Donc c'est l'origine de l'utilisation des réseaux sociaux pour faire grandir des communautés d'un point de vue com. Et donc je réutilise tout ce que j'avais appris sur l'usage de Facebook, de Twitter, comment fonctionnent les algos, gros hacking, etc. Comment on fait en effet du gros hacking. Ouais. Et ce qui fait que ça a encore plus accéléré le phénomène. Et là, j'ai un peu tout cherché pour essayer de produire, parce que très vite, l'enjeu, c'est de répondre à la production, aux besoins au vrai métier aujourd'hui, qui est de dire faut sortir des comptes, faut sortir des TVA. On récupérait plein de comptas qui n'étaient pas forcément. On sait très bien qu'on récupère une compta tenue de la même façon que nous on l'aurait tenu. Donc voilà, gros focus sur la façon sur le delivery. Moi, je croyais, j'ai vite compris en fait que on était sur un marché qui avait été un petit peu abandonné par les éditeurs, puisque quand j'ai découvert les ERP, alors je viens du monde de l'ERP, j'en ai fait plusieurs, puisque à la base j'ai fait l'Institut national des télécommunications et je m'étais spécialisé dans les systèmes d'information. Et j'en avais fait et pour l'hôpital et pour la formation pro et pour le tourisme. Donc je commençais un peu à comprendre comment on faisait le truc et j'étais assez surpris d'être sur une première génération de RP. C'est-à-dire dans les éditeurs comptables à l'époque, c'était une première génération de RP. Si tu veux, aujourd'hui, si tu prends un outil de production comptable d'ancienne première génération, tu retrouves de façon très similaire les actions humaines dans un ERP. Si tu vas aujourd'hui dans des ERP bancaires, t'as pas un boulier dedans, t'as un input, t'as un output, le truc qui fonctionne tout seul. Et j'ai été très surpris de voir sur la compta en fait qu'il y avait toutes ces étapes comme quand on faisait la compta à la main. Tu vois. Et en fait, tu te rends compte que entre l'informatisation du métier et il y a quelques années, c'est la même chose. T'as des journaux, t'as des grands livres, On a reproduit en digital ce qu'on faisait à la main. Comme dans tous les logiciels de première génération en fait. Et il n'y a pas eu, si tu veux, il y a pas eu d'autres générations où les mecs ont challengé peut-être le workflow de travail, etc. En se disant qu'est-ce qu'on livre à la fin et comment on livre de façon automatisée. Ce qu'on retrouve dans les bilans des cabinets comptables. Je donne souvent les chiffres de la banque. Chez Crédit Agricole, par exemple, un conseiller TPE suit 150 clients, ramène 450 000 euros de revenus à la banque par an. En PME, c'est 80 clients et 600 000 euros. Ramène ça aux chiffres que ramène un cabinet comptable. On est les loin. boîtes de prestat de services en général, c'est des beaux chiffres. Et si tu veux, c'est alors sans vouloir viser forcément ça, il y a quand même une problématique de revenus par capita qui est lié à finalement à la nature du travail, à toutes les tâches, et puis aussi la cyclicité qu'on a, et le fait que en fait l'outil informatique aide pas tant que ça, parce que si tu le fais à la main, finalement tu vas pas, ou sur Excel, tu vas pas être beaucoup plus lent. Et donc ça m'avait assez surpris. J'ai très vite compris que si on voulait changer la proposition de valeur, il fallait modifier la posture du collaborateur, et c'est là où j'ai vu effectivement que les logiciels entretenaient la posture du collaborateur en fait dans son workflow de travail. Et ce qui fait ma première étape a été de faire quelque chose autour des flux. C'est-à-dire des webbooks sur une Dropbox. Okay. parce que voilà, moi je suis génération Dropbox, c'est-à-dire qu'on passait du FTP à la Dropbox. C'était la grande nouveauté. On n'a plus besoin d'un client sur l'ordinateur pour poser des fichiers. Et je suis arrivé sur le marché, c'était un peu cette époque-là. C'était de toute façon l'enjeu, c'était la récupération des données. Et au début, c'est ça. C'est une plateforme construite autour de Dropbox pour récupérer les fichiers, pour échanger des informations avec du ticketing. C'était plus de proximité finalement dans la collecte du flux avec le client, avec également ce qu'on appelait nous les pièces manquantes ou les fiches navettes pour récupérer les pièces en amont des déclarations fiscales. On essayait de le faire au fil de l'eau, et on a été chercher plein de trucs. On a été chercher Receipt Bank en Angleterre, c'était pas encore en France.
On a été regarder d'autres outils. On s'est bien évidemment, on a été obligé de passer par la sous-traitance à Madagascar vu la croissance que vous aviez. Vu la croissance qu'on avait, parce que recruter plusieurs collaborateurs par mois à Paris, c'est un défi, hein, même il y a 10 ans. Donc voilà. Et puis j'étais pas du tout parti pour faire un logiciel de prod comptable. Hein. C'était Income. C'est venu après, puisque on a commencé à faire le flux, c'était le début de l'intelligence artificielle et on était accéléré par Microsoft qui était quand même au front dessus, donc on a intégré ces choses-là, on a commencé à faire de la pré-compta et puis on s'est dit en fait le transfert vers l'outil de prod qu'on utilisait à l'époque, il était entre la pré-compta et la prod, c'était douloureux. Et puis finalement, en y mettant la main, on y a mis le bras et puis on s'est retrouvé à faire un outil de production comptable. Ce qui n'a pas été toujours évident d'expliquer aux VC, aux investisseurs, hein, parce que on a aussi fait ça dans un moment où on pouvait pas lever d'un coup des énormes sommes d'argent, surtout sur un business qui ne générait pas de revenus, hein, parce que quand on construit un logiciel comptable tant qu'il n'est pas fini, on n'a pas de revenus dessus ou très peu. Ce qui nous a poussé à innover, on a créé une marketplace parce qu'on revendait les clients qui venaient chez nous parce qu'on avait pu à les absorber, donc on les revendait à parce que tout était dans la même structure. Du coup là c'était vraiment Fred de la Compta qui développait son outil, hein, si je grossis le trait, c'est ça? Ouais, c'est ça. On a fait une spin-off parce que pour lever des fonds, parce qu'à l'époque aussi c'était compliqué de faire rentrer les investisseurs. Mais globalement c'est la même équipe, même si c'était 2 structures différentes, c'est la même équipe entre le cabinet et le logiciel. Et voilà, on a vraiment essayé on faisait comme on pouvait pour produire. Et c'est là en fait on est rentré dans cette logique de construction d'outils de prod et de financement d'outils de prod, ce qui a été compliqué parce que les investisseurs disaient il y a Cegid qui tient le marché. Il y a d'autres gros acteurs, voilà la demande, parce qu'en plus ils voyaient outils comptables, compta, paye, gestion interne, juridique, parce que les acteurs historiques proposaient l'intégralité de la suite et ils disaient en fait ça va prendre 15 ans à faire. Ils avaient pas tort, hein, et je pense il y a plein d'événements de marché, parce que quand dans toute aventure entrepreneuriale, t'as de la chance. Il y a aussi des momentum, hein, des moments qui sont très importants. Je pense que le premier moment qui a fait que le marché s'est déverrouillé, c'est l'arrivée de Silver Lake derrière Cegid. Ça a été le premier coup de départ. Je pense que ça a vraiment, alors même si je sais qu'il y a beaucoup d'experts comptables qui ont mal vécu la façon dont ça a été fait par Silver Lake, parce que ils ont augmenté les prix sans changer le produit, hein. Donc ça c'était vraiment, c'est un peu, mais ça a permis de remettre des logiques de prix d'ERP sur un marché qui a eu l'habitude pendant très 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 longtemps de payer très peu cher en fait. Si tu prends tous les marchés, prends un HubSpot aujourd'hui, ça coûte combien par collaborateur? Enfin c'est excessif, non, ça dépend combien ça te rapporte, hein, mais c'est très cher. Ça coûte entre 500 et 1000 euros par collab. On est sur un marché où par collab, alors que tu es un outil de prod, un ERP, et si tu prends tous les ERP de la place, en finance, c'est toujours, ça oscille toujours entre 500 et un peu plus de 1000 euros. Et là, on arrive sur un marché où les gens payent entre 80 et 150 euros, 170 euros maximum. Et donc il y a ce qui a empêché aussi l'innovation. Ouais, ça a bloqué, il y avait pas de moyen pour. Il y a plein d'acteurs, hein. Microsoft a regardé, il y a plein de gros acteurs qui sont venus, qui ont regardé et qui sont repartis. Exact est venu, ils sont repartis. On était sur un marché qui était verrouillé en fait sur les prix en bas. Et je comprends que les experts comptables ont construit leur PNL sur ces coûts-là, mais ce sont pas des vrais coûts de RP. Et je pense que le move agressif qui a été fait chez Cegid sur les augmentations de prix, qui est qui est normal par rapport à ce qu'un financier peut attendre d'un revenu de RP, il a aidé à faire rentrer de l'innovation. Et je pense qu'aujourd'hui, on verrait pas les différents acteurs, que ça soit Microsoft, Penny Lane, tu vois, nous, si y avait pas un prix, si on continuait à dire, si on continuait à tourner
à 1 euro, 1,50 € par dossier. C'est intéressant. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, c'est cette augmentation des prix, donc cette arrivée de Silver Lake chez Cegid et donc cette augmentation des prix qui a permis à tout le monde de se dire, au fait, on peut repasser des prix plus élevés et donc ça va pousser l'innovation. Ça permet à d'autres gens de rentrer, en fait. Ça permet à des VC de voir, quand tu analyses un dossier en investissement, tu regardes toujours ta taille du marché adressable. Et c'est, en fait, si les gens payent pas cher, ton marché il est plus petit. Donc en plus, on était vraiment en dessous. On était sur des prix qui sont pas des prix de RP. C'est pas comme si tout d'un coup c'était devenu très très cher. Ça s'est juste réajusté sur une réalité de marché, sur de la tech en fait, sur un marché SaaS. Donc ça, c'était le premier déclencheur. Et je pense que ça a été important. Alors le premier ou le deuxième, je pense que Silae a fait beaucoup de bien à des éditeurs comme nous, puisque Silae a découpé la paye de la solution comptable. Et ce qui faisait que déjà, dans les attentes des clients, t'étais plus obligé de livrer comptable, paye, gestion interne d'un coup. L'outil tout en un commençait à s'effacer. Voilà, parce que en fait, beaucoup de gens sont partis chez Silae, et ce qui fait que les gens ont commencé à découper leur système d'information. On a commencé à se dire, celui qui est fort en gestion interne ou on paye, c'est pas forcément celui qui est fort en compta. J'ai aussi une notion de risque industriel. J'ai aussi, voilà. Et donc, et ça s'est fait plus par les gros cabinets. Je pense que c'est aussi notre positionnement chez Income. On a commencé par les gros cabinets parce que ce sont des gens qui avaient pas les mêmes attentes du full spectre. Parce que tu prennes un petit cabinet ou un gros cabinet, en compta, il y a à peu près les mêmes attentes, parce que leurs portefeuilles, ils sont à peu près constitués de la même façon. Il y a des petits dossiers, il y a des SCI, il y a des associations, il y a du médico-social, il y a souvent du BA, il y a de la PME, il y a l'intégration fiscale. On retrouve que t'es 500 dossiers ou 50 000, globalement, on retrouve à peu près la même. Alors même si les gros cabinets ont plus de gros dossiers, mais on retrouve quand même la même répartition en termes de besoins fonctionnels. Et la différence, c'est que le gros cabinet a plus vite commencé à découper son système d'information parce qu'il avait les moyens aussi d'avoir des gens en interne, directeurs de système d'information, des gens pour urbaniser un peu leur système et de découper finalement les briques fonctionnelles. Et donc, naturellement, vu que nous on s'était concentré sur compta fiscal, c'était plus facile pour nous de rentrer sur ces gros cabinets et de se concentrer sur faire un truc et de le faire très bien en disant si on fait ça, on veut le faire mieux que les autres, mais on va pas se perdre partout. Et ça fait aussi partie du fait qu'on n'ait pas trop communiqué pendant quelques années et qu'on a vraiment concentré notre investissement sur le produit. Tu devances déjà mes prochaines questions qu'on m'a posées sur toi. Ok. Donc tu as développé le produit, c'était en quelle année? C'était il y a 4 ans, il me semble que tu l'as annoncé. Écoute, on a commencé l'investissement de produit en 2015. On a annoncé la marque Income en 2019, fin 2019, avec des clients bêta dès fin 2018. Mais le produit n'était pas fini du tout. Et je pense que le produit, un ERP c'est jamais fini, on est d'accord. Même SAP, pour avoir déployé du SAP, on a toujours des demandes. Mais on va dire un produit en maturité qui est là depuis 2 ans et qui permet là aujourd'hui on travaille toujours sur de l'amélioration, sur la gain de productivité, sur l'automatisation, de la sécurité par rapport au déclaratif fiscal ou autre. Mais on peut quand même traiter à peu près tous les dossiers dans Income. Okay. Et du coup, on va rentrer maintenant dans la page. On ouvre la page Visma Income. Est-ce que tu peux nous raconter un peu cette aventure? Qu'est-ce qui a changé? Pourquoi ça a été fait? Déjà, pourquoi? À la base, c'était pas le plan. Non, pour être honnête. Soyons honnêtes. Je pense que le move de MyUnisoft de lever avec entre guillemets la profession comptable. La levée avec Dracaris. Ouais, a pas mal effrayé les investisseurs à ce moment-là, qui se sont dit mais du coup il y a un biais de marché et il va falloir 24 mois avant que les gens arrêtent de se regarder et puis finalement choisissent le bon produit, le produit qu'ils ont envie de choisir. Et du coup, moi j'ai vu une fenêtre pour dire tiens, c'est peut-être le moment de m'envoler, de sortir Income
l'univers des VC et de devenir industriel. Et j'ai tenté de faire ce qu'on appelle un OBO, un Owner Buyout. Et malheureusement, j'ai pas réussi. Et entre-temps, j'ai été approché par Visma. Et ce qui fait que je suis parti dans un process parce que comme j'avais déjà convaincu mes actionnaires de partir, tu veux dire, t'avais convaincu tes... Ok, d'accord, tu voulais reprendre et faire... Ok. Ouais, j'avais convaincu parce que moi, j'ai essayé de racheter mes actionnaires, en fait. Tu veux dire que, donc, au moment où t'as fait le spin-off pour développer la partie outils, là, t'avais fait une première levée? J'ai fait 4 levées. J'ai fait 4 levées de fonds pour financer le développement de l'outil de production comptable. Et là, t'avais du monde quand même à côté de toi. Et là, en 2021, j'avais convaincu mes actionnaires de me laisser sortir parce que Unisop venait d'annoncer et que je m'étais plutôt rapproché de certains clients, de me laisser sortir, qui devaient m'aider à sortir. Et donc, je pensais reprendre, si tu veux, le contrôle industriel de l'entreprise en faisant rentrer quelques gros clients, pas que puis partenaires, mais voilà. Donc ça s'est pas fait. Et entre temps, je me suis fait contacter par Visma. Et du coup, Visma me proposait un projet quand même très entrepreneurial, puisqu'ils ont une façon de faire un peu atypique. Tu vas nous en parler un peu après. Ouais, et du coup, je suis parti dans l'aventure avec quand même un choc culturel important, hein, parce que moi, je suis bien latin. et les Norvégiens, ils sont très sympas, mais il y a quand même des grosses différences culturelles. Donc, j'ai mis un petit peu de temps parce que la session a été finalisée en octobre 2022 et on a mis un petit peu de temps quand même à reprendre la main sur cet écosystème Visma. C'est quoi le projet de Visma en fait pour ceux qui connaissent pas encore, parce que c'est norvégien, ça semble tentaculaire depuis le début de l'année, donc à peu près. Donc toi c'est en 2022, mais on a commencé à en entendre parler beaucoup en 2024. Exactement. Tu vas me dire pourquoi. Mais si tu peux présenter peut-être un peu Visma pour bien comprendre, parce que de ce que je comprends, ils font un peu pareil partout en Europe. Oui, alors Visma, c'est une société, c'est ce qu'on appelle un conglomérat industriel, et qui est spécialisé dans le critical software, c'est-à-dire le logiciel de gestion. Ils font une énorme partie de leur chiffre d'affaires avec les cabinets comptables, puisque en fait leurs deux piliers, c'est compta et paye, dans tous les pays. Aujourd'hui, c'est 33 pays, à peu près 200 sociétés qui constituent le conglomérat. Et tout autour compta paye, et puis tout ce qui tourne autour de la compta paye pour les cabinets comptables, c'est-à-dire du practice management, donc gestion interne, du coffre-fort, de la gestion de temps, du légal, de la facture électronique, hein, c'est le premier transporteur de facture électronique en Europe. Voilà, tout ce qu'on va trouver autour de la gestion d'une entreprise, Visma va faire du logiciel. Ils font que du logiciel. Ils ont eu des sociétés de services. Ils ont aujourd'hui toutes vendues. Et aujourd'hui, c'est que du logiciel SaaS. Il reste quelques petits produits legacy sur certaines sociétés qui sont encore on-premise, mais on n'est que sur du cloud et que sur du SaaS. Et donc 33 pays. 33 pays, départ donc très très dominant en Scandinavie, avec plus de 90% de part de marché. Important au Benelux, parce qu'au Benelux, là, c'est 40 sociétés et un peu plus de 500 millions de chiffre d'affaires. Et beaucoup en Europe de l'Est et Europe centrale. 80% de part de marché sur l'invoicing en Hongrie, un des plus grosses croissances en Roumanie. Voilà, donc sur ces pays-là aussi, un gros push. On vient de rentrer en Croatie. Gros push. Et Amérique du Sud. Puisque ça sont des pays qui sont très vite passés à la facture électronique et aux échanges électroniques, et Visma a été un acteur. Visma est un acteur majeur, donc sur ces spécificités-là, donc ils ont acheté pas mal de sociétés en Amérique du Sud. C'est parce que le deal à chaque fois, c'est justement pour rentrer dans un pays, ils y vont en rachetant. Comme un peu ils ont fait, comme ils ont vu la France. Ce qui est marrant d'ailleurs, je serais curieux de savoir pourquoi la France. Ouais, on achète des sociétés locales avec des entrepreneurs locaux qui connaissent le marché, qui connaissent les produits, qui connaissent les clients. C'est l'inverse d'une stratégie à la Intuit qui est ou Xero, c'est un produit global. Donc le produit global marche dans plein de métiers. Sur la compte à paye, il y en a peu qui ont réussi.
puisqu'il y a beaucoup de spécificités finalement locales, et on peut dire tout ce qu'on veut sur l'architecture logicielle et tout ce qu'on peut mettre dans le produit pour adapter localement. Ça reste quand même un effort important de connectivité avec tous les outils qui sont utilisés, de méthodos, réglementairement, de déontologie, de fiscalité. T'as beau pouvoir changer ton plan comptable en 2 clics, il y a quand même beaucoup de choses qui diffèrent. Et donc, et on le voit historiquement sur les autres acteurs qui ont essayé de prendre un produit et de l'emmener ailleurs. Ça marche pas hyper bien. Et donc la stratégie du Visma, c'est plutôt de dire, écoute, on va voir les gens qui connaissent leur pays, et on va être un soutien financier industriel pour qu'ils puissent se développer. Du coup, ça se passe comment le deal avec Visma pour toi qui est latin? T'arrives là-bas, qu'est-ce qu'on te vend, qu'est-ce qu'on te propose, et surtout là je recoupe même avec ta présentation de base, c'est-à-dire que t'es un entrepreneur à la base. Qu'est-ce qu'un entrepreneur vient faire dans un groupe? Qu'est-ce qu'on t'a vendu? Et ben parce que Visma, ce sont des entrepreneurs. C'est un groupe d'entrepreneurs. C'est déjà hyper flat, et il y a pas vraiment de, on reste patron de notre boîte. Alors on a un board avec un chairman et des gens du board qui sont là pour nous accompagner dans notre aventure en fonction des besoins de l'entreprise. Mais on reste. Alors on a des lignes de commande, donc il y a des décisions qu'on peut plus prendre, mais quand même, elles diffèrent pas trop de ce que j'avais avec mon board de VC. Et par contre, on a énormément de soutien du groupe. Il y a 27 hubs sur le produit, sur la tech, sur le go-to-market, sur les stratégies de produits, de services des cabinets comptables, stratégies de prix, sur l'IA. Il y a plus de 300 projets d'IA qu'on partage dans le groupe. Donc en fait, il y a un gros soutien, il y a un énorme soutien sur la cybersécurité. On a ce qu'on appelle le Visma Security Programme. C'est une des équipes les plus importantes en Europe pour les sociétés privées. Il y a 170 personnes qui travaillent dans l'équipe de cyber du groupe. Et donc du coup, ce travail ruisselle sur toutes les boîtes. C'est obligatoire. C'est le premier truc qu'on fait quand on intègre une boîte. La première chose qu'on fait, c'est on les onboard dans le Visma Security Programme. Parce que Visma est un grand groupe, et de fait on se fait pas mal attaquer, et surtout quand tu viens de faire une acquisition, les mecs se disent on va rentrer là parce que c'est peut-être pas encore protégé, et donc ça fait partie des piliers, c'est de rentrer dans le Visma Security Programme. Le deuxième, c'est un pilier un peu go-to-market, puisque l'objectif c'est de créer des plateformes best of breed, c'est-à-dire que proposer aux clients finalement le meilleur de tous les mondes, c'est-à-dire qu'on ferme pas nos écosystèmes, comme tu l'as vu, on fait des acquisitions et derrière on ferme pas l'usage par des concurrents. Au contraire, on est là plutôt pour dire on vend de la tech et on la vend à qui on veut. Et ça c'est important. Donc le sujet Télédec, qui est un vrai sujet qu'on m'a posé après. Donc je t'en parle dès maintenant. L'idée, c'est de dire, nous on fait de la tech. Pour le contexte, mais bon, je pense que tout le monde le sait, Télédec, c'est un outil qui est utilisé par plusieurs éditeurs et qui a été racheté du coup par Visma. Et donc la question qu'on m'a posée, c'est qu'en est-il de ce qui va se passer entre Télédec et les autres éditeurs? Je pense que tu peux pas couper du jour au lendemain. Non, mais on coupera pas. C'est pas. Je pense que sur tous les marchés où Visma a une très bonne réputation envers les clients, mais aussi envers les éditeurs. Le fait qu'on garde les entrepreneurs, parce qu'on les garde au moins 3 ans. C'est ça le deal. Et après, le deal, c'est qu'ils restent au moins 3 ans. Après, 70% des entrepreneurs sont encore là après 5 ans. Donc c'est une bonne information. Pour te dire qu'en fait les gens sont bien chez Visma, parce qu'en fait on participe à faire grandir le Visma. On est très libre, mais en même temps on travaille ensemble. On n'est pas forcé à travailler avec quelqu'un, on le fait si on a envie. Après, comme la stratégie c'est d'acheter les meilleurs outils sur chaque verticale, c'est facile de travailler ensemble. Les meilleurs outils, les meilleurs entrepreneurs sur chaque verticale dont on a besoin pour créer l'écosystème. Et ce qui fait que naturellement c'est déjà les gens qu'on connaissait. Oui, de toute façon c'est des petits écosystèmes. Après surtout, alors, si je prends le marché français, généralement quand même tout le monde se connaît, tout le monde se croise à un moment ou à un autre, quoi. Et dans tous les marchés tout le monde se connaît. Donc c'est pour ça qu'il y a toujours des gens qui sont un petit peu plus moteurs, si tu veux, sur cette création d'écosystèmes. Par exemple en France, moi j'ai beaucoup été chercher les entrepreneurs pour dire venez dans cet écosystème. On sera plus fort ensemble. Vous pouvez continuer à travailler avec les autres. On va pas du tout vous demander de couper.
En revanche, on essaye d'améliorer, parce que sur les 3 piliers, il y a la cyber. Le deuxième, c'est le go-to-market. Donc l'idée qu'on dise, on va pouvoir se distribuer, on va pouvoir avoir une plus grosse base client, on va pouvoir s'accélérer. Et d'ailleurs, je crois que la stat, c'est 80% des gens surperforment, 90% des gens surperforment sur le BP qu'ils avaient au moment qu'ils ont vendu dans les années qui suivent. Et le troisième, c'est vraiment de dire, on donne une expérience utilisateur à l'expert comptable, finalement, qui est meilleure qu'avec d'autres outils, quoi. L'idée, c'est vraiment de dire, on fait un vrai effort d'intégration seamless pour que, oui, il est libre de choisir d'autres briques, d'autres outils du marché, et on ferme pas du tout la porte, on travaille avec tout le monde. En revanche, c'est vrai que quand on fait partie du même écosystème, on essaye d'aller plus loin dans l'intégration. Donc en gros, si je résume, toutes les boîtes de Visma, toutes les boîtes que vous êtes en train de racheter, je parle vraiment sur le marché français, mais j'imagine que la logique est la même, tu les aides à accélérer beaucoup plus vite parce que tous ensemble, vous aviez chacun des fichiers clients et du coup, vous les mettez un peu en commun, vous faites des opérations de co-marketing, etc. Et vous restez 100% ouvert si je suis pas obligé de vous prendre, mais entre vous quand même, vous surdéveloppez des applications pour que ce soit sans couture. Oui, parce qu'en fait, ce que tu te rends compte aussi quand tu fais du partenariat normal, c'est ça coûte cher. Faire une API entre 2 solutions, ça coûte cher, faut de la maintenance. Et finalement, si t'as pas l'avantage, c'est comme là, on développe beaucoup les bases clients ensemble. T'as plein de use cases qui font que t'as un vrai ROI sur ton intégration déjà. Et puis t'as une pérennité dans ton business model, parce que tu sais que l'autre il va pas être vendu à un mec qui va te couper, ou il va pas changer son prix du jour au lendemain, parce que nous on l'a eu, faire des partenariats avec certaines boîtes, et puis t'as fait l'intégration, t'as investi, et tiens, lui il décide de changer son business model et de c'est un peu le problème des éditeurs. Et là tu te dis mince, nous on a investi, du coup on avait conseillé le produit et du coup ça nous revient dessus, donc j'ai envie de dire que c'est naturel, parce que à partir du moment que tu sais que t'as une stabilité dans le business model, t'as une stabilité dans l'approche tarifaire, tu sais que tu vas avoir du business ensemble parce que forcément t'es dans le même groupe, parce qu'on partage les fiches clients, parce que etc. Ça va de sens d'aller plus loin dans l'intégration technique en fait. Donc c'est même pas forcé, c'est juste que ça fait plus sens. Ouais, c'est dit comme ça, tu vois, ça me parle plus quoi. Je comprends mieux. Et donc voilà, et donc là on essaie vraiment de construire une plateforme complète avec Visma en France. Pour répondre finalement à tout le besoin de l'expert comptable, dans un premier temps sur sa base, on va dire, de l'aide de mission traditionnelle. Et on commence tout juste là à rajouter des briques pour l'emmener finalement aujourd'hui dans sa transformation, c'est-à-dire le premier point, c'est il faut qu'on t'accompagne dans les gains de productivité par rapport à la lettre de mission traditionnelle, pour libérer du temps, libérer de l'argent, et pouvoir être en mode d'accompagnement, et donc amener de la donnée aussi sur le flux, parce que la donnée, faut la traiter, et aussi amener les produits qui vont permettre demain de dire tiens, je vais faire un conseil en social, tiens, j'ai un SIRH dans mon panier et je peux le pousser parce qu'en plus toutes les données sont connectées, donc ça va encore me faciliter la vie, et je peux le déployer chez mon client si j'ai envie. Chez Visma, on croit beaucoup à l'expert comptable comme distributeur, revendeur en fait de solutions à sa main. C'est pas de la commission, c'est vraiment de la revente. S'il est dans une cadre d'une mission justement à plus forte valeur ajoutée auprès de l'entreprise. Et donc il y a vraiment ce premier tir où on construit vraiment l'écosystème pour la lettre de mission comptable. C'est ce que vous êtes en train de faire. Ouais, et on commence déjà là à mettre les briques pour la partie d'après. Depuis 2022, du coup, t'es rentré chez eux. Qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas entendu parler de vous jusque maintenant, et que même maintenant, en soi, honnêtement, on entend parler de vous par des rachats. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle opération, il y a un post sur Compta Online, et puis ça commence un petit peu à s'exciter sur LinkedIn, et puis après, silence. Qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas entendu parler de vous? Parce que 2023, on s'est concentré nous sur le produit avec nos clients, et Visma, je pense, n'avait pas cette culture latine d'aller chercher les entrepreneurs. C'est-à-dire que quand on voit un mail en disant est-ce que tu es intéressé à nous vendre, voilà un lien Teams, les Français puis tu connais pas Visma, à part pour les gens qui suivent le Tour de France, c'est pas connu. Donc
Ça, c'est, si tu veux, c'est un peu la méthode scandinave. Hein. Ça marche très bien là-bas. Hein. Ils envoient un mail, le mec il répond, il est intéressé, ils font des teams, ils se voient jamais, ils vendent la boîte. Alors, en France, on est un peu plus, on va dire, émotionnel par rapport à notre entreprise. C'est notre bébé, c'est notre truc. On y a mis 10 ans, 15 ans de notre vie. Voilà, il faut une bonne bouteille de vin, faut un bon dîner, faut comprendre, faut comprendre le projet qu'il y a derrière. On vend pas pour vendre. On vend aussi parce qu'on a envie de continuer. Et puis le marché français est quand même un marché qui n'était pas du tout mature dans le SaaS pour toutes les raisons que j'ai expliquées tout à l'heure. Où par rapport aux Nordics, il y a 10 ans de retard. Ah ouais. Et ce qui fait que... Qu'est-ce qui explique la différence entre les pays nordiques et le marché français? Oh, il y a plein de choses. Il y a plein de choses, mais ce que j'ai dit tout à l'heure, où les prix étaient tenus vers le bas, explique une grande partie. Ils étaient déjà plus hauts. Oui, où les marchés sont plus petits. Il y a plus de simplification administrative. Les distances sont aussi pas les mêmes. Hein. Quand tu es dans le nord de la Norvège versus Oslo, tu es très 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 loin. Donc c'est plus digitalisé. Mais si tu veux, aujourd'hui, 95% des experts comptables en Scandinavie sont en SaaS. 95%. En France, on est entre 5 et 10. En France, on est entre 5 et 10% qui sont dans le SaaS. Ouais. En nombre de dossiers. Ah ouais. Bah, et ouais, donc si tu veux, c'est pas. Alors c'est en train de changer. On est complètement en train de changer parce que la facture électronique pousse. Et on voit là, alors les chiffres sont peut-être pas complètement à jour, mais on est il y a 10 ans en Scandinavie, quoi. Et ce qui fait que on n'est pas du tout au même momentum de marché, hein, en termes de maturité, en termes de on voit si tu regardes il y a 10 ans en Scandinavie, grosse levée de fonds, vente à perte, les pubs télé pour la compta, ce que tu vois plus du tout aujourd'hui, hein, mais on sait ce qu'on voit aujourd'hui en France, avec des gens qui lèvent beaucoup d'argent, qui vendent à perte, avec beaucoup de marketing autour. C'est vraiment, si tu repars en arrière en Scandinavie il y a 10 ans, c'était ça. Et ça s'est consolidé, les entreprises ont été rachetées, les prix ont été multipliés par 7. Là, tu parles des éditeurs ou tu parles des cabinets? Les éditeurs. Okay. Et donc en fait, tu vois le chemin qui a été parcouru, et en fait, on s'attend un peu à vivre la même chose en France. Ouais, de toute façon, il va forcément y avoir. Je voulais y venir aussi sur la concentration et la financiarisation, je dirais, avec les montants qui sont levés, mais ça on verra plutôt si on y va après. Mais du coup, 2023, il s'est pas passé grand-chose, parce que aussi, du coup, Visma, en travaillant depuis la Norvège, n'a pas réussi à faire d'acquisition en France. Ils ont essayé, hein. Ils ont essayé. Et en fait, on a retravaillé de concert. J'ai retravaillé de concert pas mal au début avec eux, et puis après, ils nous ont donné aussi des ressources en France, puisqu'il y a Olivier Constant qui est arrivé en business manager. On a Lucas aussi qui est arrivé en M&A pour nous accompagner. Et on a réussi à lancer une dynamique. Voilà, mais je pense que c'est vraiment voilà, sur l'approche de comment on va consolider les trucs. Et je pense qu'aujourd'hui on est bien parti. Et là, ça va juste grandir et juste gonfler. Donc si je résume, pendant 1 an, tu t'es adapté au rythme de vie norvégien. Vous avez appris à vous connaître et en 2024, fin 2023, t'as ouvert ton carnet d'adresses. T'as rappelé toute l'équipe avec qui t'étais, où on se croisait sur les congrès, etc. Et puis au fur et à mesure, vous êtes rentrés comme ça, quoi. Exactement. Et vraiment pour l'acculturation, j'ai fait mon premier ce qu'on appelle MD Summit en mai 2023 à Oslo. Donc c'est MD, c'est Managing Director. Et je crois que je suis arrivé ça a commencé à 10h. Je suis arrivé à 10h02. Plus personne. Porte fermée. Le temps qu'on m'ouvre, 10h05, je rentre dans la pièce, et là, tout le monde s'arrête en disant, ah oui, c'est vrai, cette année, on est rentré en France. Et il y avait 250 personnes, mais ça dit 10h, à 10h, il n'y a pas 1 minute de délai, ça commence. Et quand on a onboardé Income dans Visma, les gens qui onboardaient, les gens se connectaient, parce que nous, on est full remote, donc les gens se connectaient au Meet, et tu laisses toujours, surtout quand tu mets 80 personnes dans un Meet, tu laisses 5 minutes. Et en fait, en face, on voyait bien que ils rongeaient complètement leur faim, parce qu'ils comprenaient pas pourquoi les gens étaient pas connectés à l'heure du meeting.
Et tu vois, culturellement, c'est quand même, c'est un autre monde. Hein. C'est pareil quand on fait des offres en M&A, on fait une offre, on fait la bonne offre, celle qui correspond au BP, à ce qu'on a compris de la boîte, à la bonne offre que le mec dit go no go, quoi. Parce que ça, quand les Scandinaves font une offre, c'est voilà. Alors qu'en France, les VC en face ou les gens disent oui, non, s'ils ont shooté à tel prix, c'est qu'ils peuvent faire 30% de plus. Non, tu vois, pas du tout la même approche. Il n'y a pas de négo, quoi. C'est c'est pas ça, c'est ils font l'offre. Voilà, et ça, si tu veux, c'est assez drôle parce que c'est là où tu leur dis oui, du coup, faut en garder un peu sous le pied parce que sinon, on va pas y arriver, quoi. Et tout ça, ça a mis un peu de temps. Ça a dû prendre une petite année. Quand t'arrives à ta première réunion et qu'au bout de 2 minutes de retard, on te ferme la porte ou on te regarde d'un coup, et qu'on te fait la réflexion. Et surtout ils ont mis 250 personnes dans la salle à l'heure. Il y en avait qu'un qui était en retard. Donc, et tu vois, j'aurais pu avoir un quart d'heure de retard, hein, tu vois. Oui. Ce qui aurait presque été vraiment français, là. T'avais juste 2 minutes. Ah oui, et puis je pense en même temps, si ça aurait été un congrès d'experts comptables en France, et que tu commençais à pile poil à l'heure, là, t'es foutu, il n'y a plus personne dans la salle, tout le monde est encore cassé. C'est impossible sur le congrès. Mais vous y serez d'ailleurs au congrès. D'ailleurs, tu seras comment, tu vois, en termes de marque, parce que c'est multimarque. On y sera avec alors on y sera, encore une fois, c'est une stratégie de marque, un peu, pour faire un rapprochement assez simple, Apple iPhone, Apple iPad, c'est Visma Income, Visma My Company Files, Visma Teledec. Et bon, c'est à l'inverse, parce que c'est Visma, c'est Income by Visma. Oui, pour l'instant, tu laisses marcher. Une constellation de marques. C'est-à-dire qu'on gardera les marques, on garde les marques des produits. C'est vachement important pour les entrepreneurs aussi, parce qu'ils ont construit un écosystème, ils ont construit une image de marque, ils ont construit si tu veux, une réputation. Et je pense que c'est important de garder les marques. Surtout si tu veux les faire vivre indépendamment de tes solutions. Et puis qu'ils puissent travailler avec les autres, etc. Donc c'est important que le nom du produit, le nom du produit demeure. Et donc ça sera un stand Visma, mais avec effectivement les marques qui sont bien visibles en dessous, parce qu'en plus il y a des gens qui ont pas du tout envie de prendre un autre produit que celui qu'ils ont, qui est client de My Company Files, qui n'ont pas du tout envie de prendre notre produit Visma, et on les respecte complètement. Et donc c'est dans l'enjeu, c'est vraiment de dire voilà, on est un conglomérat industriel. Il faut bien comprendre Ouais, mais tu vois, t'as bien fait pour le coup de venir, et parce que je l'avais pas bien saisi. Et puis ça remontait aussi des questions qu'on m'avait posées, donc je vois mieux, et surtout cet aspect de synergie. Et pas cet aspect, alors après avoir à suivre, hein, je me méfie toujours beaucoup des éditeurs, mais pas avoir à suivre, je te rachète, je te prends, je te coupe de là où t'étais, et comme ça après tu restes dans mon... Il suffit de regarder dans les autres pays, hein. Je pense qu'encore une fois, Visma connaît une croissance assez incroyable, hein, 20% par an depuis 2006. Quand tu fais 2,5 milliards et que tu dois aller mettre 20%, ça fait quand même 500 millions à rajouter. La croissance de Visma, elle est généralement, un acteur sur le marché, quand il a 90% de part de marché, il est mal vu. C'est normal, il est trop gros. Et c'est pas du tout le cas. Et si tu vas dans les pays, alors moi j'ai visité un peu, parce que du coup en 2023 j'ai aussi beaucoup visité, j'étais au Danemark, j'étais en Norvège, j'étais en Suède, j'ai été voir plein de gens pour comprendre comment ça marchait, parce que comme j'étais le premier dans le groupe, il a fallu un peu que que j'aille voir, tu vois. C'est Astérix qui se déplace et qui va visiter. J'ai été reçu par tout le monde de façon extrêmement sympathique d'ailleurs. Et mais sur des pays, le Danemark, où ils sont très très forts, très très puissants, la réputation, elle est super, parce que en fait ils ne cassent pas les marques, ils disent pas tiens faut que tu montes tes prix fois 30%, etc. Et en fait, ça a une très bonne image envers les clients, et aussi auprès des entrepreneurs qui ont vendu. Oui, parce qu'ils restent 5 ans alors qu'ils sont loqués 3 ans. Ouais. C'est quoi les plus gros apprentissages que tu as pu voir justement en différence entre la France et les différents pays que tu as été visité, aussi bien côté éditeur que côté cabinet? Tu vois, les trucs qui t'ont vraiment, où tu t'es dit, ah ouais, là on a, bon, tout à l'heure tu disais, on a 10 ans de retard sur le marché, mais côté éditeur. Côté SaaS, hein, non, je parlais vraiment côté 10 ans de retard sur la migration vers SaaS, hein, qui est en train de se rattraper. En tout cas, on a commencé quand même 10 ans plus tard. Et aujourd'hui, les produits qu'il y a en France sont pas du tout en retard par rapport à les produits scandinaves. Il n'y a pas de différence. Je pense que même, tu vois, quand on le montre à des gens dans le Nord, ils disent on n'a pas de produit comme ça chez nous, tellement qu'on a été
Aujourd'hui, on a quand même fait beaucoup de technologies, on a beaucoup avant. Le produit est quand même très abouti, et c'est des produits qu'ils ont pas, à part Economics au Danemark, qui est un beau produit et qui est aussi très large et très abouti. On a quand même aussi une plus grande simplicité fiscale et dans les pays du Nord, et ce qui fait que les produits sont un peu moins complexes. Et les cabinets sont moins gros. C'est plus de petits cabinets ? Ouais. La France, elle est quand même assez atypique, parce que là, regarde, on est entré aussi en Italie. Il y a beaucoup plus de cabinets en Italie qu'en France, parce que les cabinets sont tout petits. Il y a peu de gros. En France, on a une vraie consolidation du secteur qui est beaucoup moins visible dans les autres pays. Ok, intéressant. Et le côté changement de modèle économique, parce que s'ils sont déjà 90% sur du SaaS, est-ce qu'ils ont changé un peu leur façon de délivrer les services, de délivrer les offres ? Oui, on voit quand même, il y a vraiment deux tendances. Il y a le cabinet qui achète le produit pour lui et le cabinet qui le fait payer à son client. Il y a vraiment, j'ai envie de dire, il y a même trois tendances. Il y a aussi la tendance intermédiaire qui est de dire, ok, moi cabinet, je suis un distributeur de produits informatiques. Et mon client n'a pas de relation avec l'éditeur. Alors, il y a vraiment les trois. Et chez Visma, on a les trois. Okay. Ouais, tu laisses libre à chaque fois. Moi, par exemple, un outil en Norvège qui cartonne pas mal, c'est PowerOffice, où là, en fait, c'est le cabinet qui pousse l'outil à son client et l'outil qui contractualise avec l'éditeur. La relation commerciale, pour le cabinet, lui, ne paye rien. Il dit à son client, tu prends cet outil, c'est celui qu'on utilise. Ouais. Et moi, je m'en sers pour la prod. Et c'est le cabinet, et c'est le client qui paye. Et le cabinet, il vient dessus, il se connecte dessus, un peu à l'image de QuickBooks aux US, où c'est un peu ça. Après, t'as la dérive que tu connais sur le truc aux US. Moi, quand j'ai été client QuickBooks, ma fameuse agence de com, j'étais à New York, et comme c'était un comptable qui a vendu à Fiducial depuis, qui était un français qui était installé à New York, et c'est lui qui m'a mis sur QuickBooks, et le jour où son collab il me répondait plus, j'ai fait paramètres, changé d'expert, et puis en 3 clics j'avais changé de comptable. Et ça, c'est le risque. C'est le risque. Aujourd'hui, quand le business model de l'éditeur est pas complètement serein, et je pense que PowerOffice a eu une énorme croissance, qu'aujourd'hui c'est comme une boîte qui fait 70 millions de chiffre d'affaires avec 70 salariés. Et c'est une boîte qui cartonne. Mais je pense aussi que d'avoir rejoint Visma il y a quelques années a beaucoup aidé leur croissance, puisque les cabinets se sont dit c'est bon, ils nous la mettront plus à l'envers, parce que Visma travaille déjà avec d'autres produits comme TripleTex ou autres en Norvège, où ils travaillent beaucoup avec les cabinets comptables, et ils se sont dit ils vont pas aller attaquer notre client. Mais aujourd'hui, il me semblait qu'avant aussi, même Income, tu vendais aux entreprises en direct. Ouais, on vend toujours aux entreprises en direct. Nous, on est un outil de production comptable. Si tu as une ETI qui arrive et qui dit je veux prendre votre outil, on vend. On n'a pas de campagne, on n'a pas de démarche. Ouais, t'as pas de marketing en direct à direction de... On n'avait pas de marketing tout court. Le meilleur marketing, c'est le bouche à oreille. T'étais un peu présent sur les congrès, quoi. Voilà, on avait un stand de congrès pour voir nos clients, pour faire découvrir la solution. Ça change. On a une campagne en cours pour dire qu'est-ce qu'on fait. Et là, on commence à investir sur le marketing. On va avoir pas mal d'événements autour du congrès, et on va commencer à être présent un peu sur LinkedIn, sur les réseaux pour se faire connaître. Parce que je pense qu'on est à peu près bien connu des gros cabinets, et là maintenant qu'on a tout un écosystème justement où on peut amener plus que l'outil de compta fiscal, il y a un vrai intérêt à être plus connu. Donc là ça arrive, ça vient de commencer, et c'est vrai, voilà, c'est en tout cas ça va changer. On peut parler de part de marché ou pas sur Income? On m'a posé la question. Aujourd'hui, je serais incapable de dire la part de marché qu'on a. Comme on a plutôt des gros clients, on en a moins. Ouais, t'as mais pas beaucoup de cabinets, mais t'as des gros cabinets. Okay. Ouais. Et donc, en termes de, je dirais
5% aujourd'hui peut-être. Il y a un autre sujet, tu vois, qui remonte beaucoup. Il y a 2 sujets évidemment. T'as l'IA générative, comment ça s'intègre aujourd'hui dans les produits. Ça, j'aimerais qu'on le voit après. Mais juste en fait, en t'écoutant et en parlant Galaxy, je pense à Conto, tu vois, qui a racheté Regat. Je pense à Penny Lane qui se chauffe aussi sur le compte pro. Il y a Time aussi qui se chauffe sur le compte pro. C'est quoi ta vision? J'ai l'impression, tu vois, en point de vue extérieur et puis après avec certaines discussions en off, que le compte pro devient la nouvelle nouvelle guerre, quoi. Ouais. Alors les données ne disent pas ça. Les taux de pénétration sont pas incroyables. C'est très bien en constitution de nouvelles sociétés. T'as des très bons chiffres sur les constitutions, sur des sociétés déjà établies, déjà bancarisées. Ouais, tu vas pas faire changer la banque. Il y a pas, et puis en plus, faut aussi voir que quand t'as un besoin de prêt ou à Covid, tout ça, ça avait été compliqué pour les gens qui étaient bancarisés en full digital. Donc voilà, je pense que les chiffres aujourd'hui sont pas au rendez-vous de la visibilité marketing qu'on peut y donner. Je pense que ça fait partie, c'est une offre sur l'usage des cartes bleues pour les notes de frais, etc. Qu'il faut rentrer dans son offre à un moment. Je pense que le marché est encore très jeune ce qu'on appelle du banking as a service. Il y a un gros risque, si tu lis en ce moment tout ce qui se passe, il y a un gros risque de cybersécurité sur le banking as a service. Donc c'est une vraie responsabilité pour les experts comptables d'ouvrir un compte pour leurs clients. Après, je pense que Conto aujourd'hui est un acteur solide du marché, hein. Et c'est voilà. Après que faire du banking as a service, on regarde, on parle avec Swan, on regarde le marché. On proposera quelque chose en partenariat ou en M&A, je sais pas encore. On proposera quelque chose parce que, comme tu dis, il y a une demande. Maintenant, c'est comme beaucoup de choses, je trouve, c'est demandé, mais que quand tu regardes les chiffres derrière, en fait, le ROI est pas bon. Pour toi, c'est encore de la com, quoi. C'est une demande, mais c'est une demande. C'est utilisé pour les tout petits, voilà, soit les créations, soit les indépendants. Mais en tout cas, c'est quand même un risque, tu sais pas comment trop ça va se passer. On voit bien là, il y a des acteurs qui sont en vente là sur le marché. T'as vu, il y a eu Shine qui a été en vente, qui a pas été vendu cher d'ailleurs, alors qu'il y avait quand même beaucoup d'utilisateurs. C'est des sociétés qui perdent encore beaucoup d'argent. Et là, en ce moment, il y a un vrai reboost parce que les comptes sont rémunérés. Mais ça rentre pas dans du PNL, tu vois. Quand tu fais de l'acquisition, tu regardes en IFRS, c'est en dessous de l'EBITDA. Donc c'est pas facile à se projeter. Et puis les taux ils vont peut-être changer. C'est pas du revenu SaaS, tu vois. Donc voilà, je pense qu'il faut y passer. Faut proposer quelque chose. Mais c'est pas la nouvelle guerre centrale. Un patron de PME, quand tu vas voir un patron de PME, tu lui dis tiens, j'ai un compte pro. Ok, maintenant tout est connecté de toute façon avec tous les comptes sont connectés, on récupère tout. C'est plus sur l'utilisation des cartes bleues. Je pense qu'il y a des workflows de validation, des choses comme ça. Il y a des gens qui le font très bien. Spendesk, il y a Mooncard, il y a Regat qui le fait bien. Il y a plein de gens qui le font. Donc je crois que Libéo s'est lancé aussi sur la carte. Voilà, en tout cas, on observe, on regarde. À suivre, mais c'est pas au cœur de. C'est pas aussi au cœur de ce que je peux entendre parfois quand je discute avec certains, quoi. Ça se regarde. Une fois, moi je regarde les chiffres. Donc quand t'as 4%, même pas 4% de taux de pénétration, c'est pas quelque chose de majeur. J'ouvre la dernière page pour l'instant. Après, je vois si ça tourne sur autre chose. Mais la partie IA et IA générative, comment toi tu le vois en intégration sur Income? Alors, elle est déjà intégrée en bêta alors chez Visma, en tout cas, comme je dis, il y a 300 projets d'IA. Je pense qu'il y a un projet qui est récurrent un peu partout. C'est le scaler le support, hein, c'est-à-dire déjà avoir une réponse plus rapide auprès de l'utilisateur, hein, parce que aujourd'hui on a enrichi une IA. Alors, il faut savoir que Visma a un deal assez spécifique avec OpenAI, puisqu'on a un Visma GPT qui est donc hébergé chez nous et qui
qui fait que ça ne partage pas de données avec d'autres utilisateurs. Donc c'est quoi? C'est un deal mondial. Tu te deals sur t'as la machine, t'as la puissance de calcul d'OpenAI avec leur modèle, et ça reste sur ces données, quoi. En Europe. Ça reste en Europe et ça reste sur. Les données ne sont pas partagées. Elles ne sont pas utilisées pour enrichir ChatGPT. Donc ça, c'est quelque chose d'assez unique. Parce qu'il y a vraiment le principe, je te parlais sur le BAS, sur le banking as a service, du risque de cyber en ce moment, où il y a plein d'articles en ce moment si tu regardes sur le sujet. Sur l'IA, c'est aussi ça, c'est dire aussi où est-ce que vont mes données, où est-ce qu'elles sont hébergées, qui a accès, quel modèle elles entraînent. T'as pas envie demain que ça aille chercher les données dans ton compte de résultat du client pour créer. Alors c'est super, hein, ça cherche les données, ça te crée des rapports, mais si ces données elles sont utilisées ailleurs, c'est pas terrible. Et donc Visma GPT nous permet effectivement de proposer des systèmes sécurisés en termes de où est la donnée sur notre plateforme. Donc on a un petit peu attendu ça, et là en fait comme beaucoup de boîtes de Visma, on a enrichi avec notre Help Center, on a enrichi avec l'intégralité des tickets support qu'on a eu depuis très longtemps. Et ce qui fait que sur l'usage parce que les tickets support sur l'usage du produit, c'est 70% des tickets support. Hein. Donc là, tu veux dire pour les cabinets, pour les équipes des cabinets qui auraient des questions, ils vont pouvoir parler au chatbot qui aura la réponse. Si je traduis dans ce sens. Oui, globalement, c'est-à-dire que quand tu arrives tu ouvres ton support, au lieu de faire un ticket avec un temps de réponse de ton ticket, même si tu travailles à 22 heures ou le samedi, t'as un agent conversationnel qui va t'orienter en fonction des tickets précédents, en fonction de l'App Center qui va t'aider. Et ça résout 70% des tickets. Ça, c'était la première partie. La deuxième partie, c'était l'enrichissement avec le BOFIP de l'outil, hein, qui permet aussi à l'utilisateur de poser des questions d'ordre plus technique, hein, sur le métier. Et voilà. Et puis après, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. On a un client qui crée des espèces de rapports j'ai envie de dire des rapports de gestion, ou des plans d'action business grâce à ça sur un lac de données, sur son data warehouse en fait, où il met income, il met CIA, il met son juridique, et puis après il fait tourner de l'IA générative pour créer en fait un plan d'action pour de la TPE, et après il base tout son accompagnement sur ce plan d'action. Donc ça crée du brouillon côté collaborateur qui lui va le finaliser. Mais en tout cas, ça c'est le genre de choses qu'aujourd'hui on voit en usage. Du rapport ESG, de l'analyse, tu veux, parce que bon, c'est assez incroyable, hein, comment ça fonctionne. Et je pense que c'est un vrai soutien aux collaborateurs. La dernière chose qu'on va faire en fin d'année, c'est parce que ça va un peu plus vite que ce que à chaque fois j'en parle, mais je pense qu'autour du congrès, c'est quand un collaborateur reçoit un email, qu'on lui prépare la réponse. Ok. Parce que les mails sont dans Income. Parce que dans Income, on a un outil de ticketing qui fait que en fait on agrège l'information sur les dossiers, hein, ce qui permet aussi quand tu as un changement de collaborateur ou quelqu'un de malade de savoir qu'est-ce qui se passe sur le dossier. Et du coup, ça permettra de pré-répondre, c'est-à-dire de préparer la réponse pour le collab, pour qu'il perde moins de temps. Donc je pense qu'on peut avoir des gros gains de productivité, hein, sur le métier traditionnel, et puis on peut construire finalement plein de nouvelles choses sur l'accompagnement qui est attendu demain grâce à cette IA par les cabinets. Mais qui ne sera pas forcément dans Income. Je pense que ce qui est important, c'est de prendre toutes les données, de les mettre à un endroit et de savoir les exploiter ensemble. Et donc il y a des trucs comme Impulse, tu vois, qui ont été faits par je crois que c'est Full avec ATH, avec Inextenso, qui font cette espèce de data warehouse. Ou d'ailleurs, je trouve qu'ils font ça assez bien, parce qu'ils ont vraiment mis des ressources dessus, et ils vont modéliser la donnée pour qu'elle soit exploitable. Exploitable par tout le monde, ou exploitable que par... Exploitable par tous les gens du groupement. Okay. Et je pense que c'est une super initiative. Après, c'est vrai que t'as les mêmes données que ton concurrent, mais c'est comme une bonne initiative, et je pense que les cabinets peuvent le faire en interne déjà avec leur data, ou en réseau, en groupement. Parce que si t'es petit cabinet, même un cabinet de 10-15 personnes qui est déjà un beau cabinet, tu vas manquer de data.
Ouais, mais après, si tu as des modèles comme les nôtres, tu as une IA qui apprend avec tous les outils des autres, etc., pour aller se nourrir. Et puis tous les cabinets qu'on a, si tu veux, après, il y a la question aussi de l'anonymisation versus l'anonymisation des données. Quand tu travailles sur toi, chez toi, tu n'anonymises pas les données, donc tu peux faire beaucoup plus de choses. Finalement, l'apport, si tu veux, de données anonymisées ailleurs, sont des données de marché que tu peux assez facilement retrouver sans avoir une énorme masse. Dernière plus ou moins question, je vais regarder un peu ce que j'ai. On n'a pas parlé de la facture électronique, c'est fou. Ouais, c'est quoi? Vous êtes PDP, vous êtes dans le. On aura l'agrément PDP. La facture électronique, si tu veux, c'est je pense qu'on on s'est tous positionnés, peut-être avec certains en plus qui se sont positionnés en mode, ils auraient dû regarder un petit peu ce qui se passe à l'étranger avant de dire n'importe quoi sur le marché. C'est-à-dire ceux qui ont dit ça va être gratuit, ça va être machin. Moi, je trouve, je recommande bien se tirer une balle dans le pied. Si tu prends l'Italie, 90% des acteurs ont mis la clé sous la porte. Ah ouais. 40 mises à jour en 4 ans, de l'équivalent PPF. Il y a un moment donné, si tu veux, faut que ça se facture. Et puis le nombre de rejets, parce que quand tu vois déjà sur la TVA le nombre de rejets qu'on a, alors que tu l'as déclaré une fois par mois, t'imagines sur les factures qui passent, le nombre de rejets, le nombre d'incidents, ça, il va falloir mettre des humains pour traiter quand même. Donc ça va avoir un coût. Donc je pense qu'avant de faire des déclarations marketing qui sont un petit peu, qui sont pas très intelligentes, je pense que ce qui est important, c'est de voir qu'est-ce que ça va devenir. Il y a eu énormément de candidats. Je crois que l'État attendait à avoir entre 15 et 20 candidats, ils en ont eu 200. Et je pense que ça va s'apurer. On proposera l'agrément, ça sera pas nous qui ferons la tech derrière ou la gestion humaine des rejets derrière. On prendra l'agrément en tout cas et on le fera avec un partenaire industriel qu'on a à peu près déjà choisi pour l'écosystème. Mais voilà, c'est un vrai sujet. Visma est au cœur du sujet, mais je pense qu'il faut le faire de façon industrielle. Je pense que et puis in fine, quand tu ramènes toujours à ces notions de ROI, si tu prends le prix aujourd'hui qui est négocié une facture électronique, le nombre de factures qui naviguent en B2B, le nombre d'acteurs qui se positionnent, le gâteau tout d'un coup il devient tout petit. Donc je pense qu'il y a vraiment, est-ce qu'on est capable de mettre du service autour? Et ça va être quelque chose que ça va être un coût. Je pense que d'ici à la réforme, le coût va pas être très élevé. Et finalement, c'est un peu le remplacement du coût de l'OCR, etc. Mais dès qu'on va avoir énormément de flux, énormément de problèmes, énormément de rejets, énormément de mises à jour, énormément de choses, je pense qu'il va y avoir une consolidation, une concentration du marché. Je pense déjà qu'il y aura beaucoup moins de PDP que les gens qui sont annoncés vouloir l'être. Contre les coûts de développement, les coûts de marketing, etc. Ouais, et puis surtout, il faut acheter un PDP. Pourquoi? Un utilisateur final, pourquoi il l'utilise? Donc faut que ça soit encapsulé dans un service, en fait, aujourd'hui. Et je pense que c'est un marché qui va s'écrémer. Et je pense que le prix qu'on voit aujourd'hui sur le prix de traitement de la facture, il va augmenter. Mais ça va être un mouvement normal du marché. Il suffit de regarder à l'étranger tous les pays qui sont passés. C'est intéressant. Et par contre, il faut s'y préparer. Et je pense que c'est pas une question vraiment forcément du PDP ou de la facture électronique. Je pense qu'il faut se préparer à travailler en flux. Et aujourd'hui, trop de gens se disent, on va attendre que ce soit là et puis on va, voilà. Le fait que des éditeurs traditionnels proposent une PDP, ça va pas résoudre le problème du travail en flux. Sauf que sur le marché, demain, il y a les cabinets comptables qui vont travailler autour du flux, donc ils vont proposer des services en posture orientée client, et puis d'autres cabinets qui vont continuer à faire leurs déclaratifs, qui traiteront les factures électroniques, il n'y a pas de problème, mais qui auront une organisation du travail qui sera toujours a posteriori. Et je pense que la différence va se faire sur le terrain entre les cabinets. C'est vraiment là. Et les cabinets qui auront réussi à traiter le flux, à l'intégrer dans leur méthode de travail, dans leur organisation du travail, sont des cabinets qui deviendront des sociétés de services et qui seront en capacité de proposer de l'accompagnement, du conseil, des missions autres, d'externalisation, parce qu'il y aura aussi une grosse vague aussi attendue de réexternalisation de la production comptable sur les sociétés de taille plus importante, PME, grosse PME. Et ça, il va falloir l'absorber. Et on va l'absorber dans le traitement du flux, dans l'automatisation autour du flux. Et c'est pas l'automatisation uniquement sur le début de la chaîne en pré-compta, c'est l'automatisation jusqu'à la révision, jusqu'à la liasse fiscale. Et ça, je pense qu'il est là l'enjeu. Et les cabinets qui disent on a le temps, je pense qu'ils se trompent un peu, parce que
oui, vous avez le temps de choisir votre outil, de choisir votre PDP ou de choisir votre truc, parce qu'aujourd'hui, de toute façon, on ne sait pas trop comment ça va se passer encore. Il y a encore plein d'incertitudes. En revanche, il faut transformer l'organisation du travail dans le cabinet pour être capable de traiter du flux et avoir une posture orientée client en amont. Ouais, c'est ça le vrai changement que tu vois, toi. Ah, mais c'est de la conduite du changement. C'est le vrai gros chantier des cabinets, quoi. Le logiciel n'est pas la solution. C'est un outil qui permet de délivrer finalement un plan stratégique, une nouvelle proposition de valeur. Mais c'est pas nous qui allons ramener la solution. On amène un outil qui permet de le faire, qui permet de changer le modèle économique, changer ton engagement. Mais si vous embarquez pas les collaborateurs, si les collaborateurs ils savent pas pourquoi ils changent, s'il n'y a pas un projet d'entreprise avec qu'est-ce qu'on veut délivrer demain, qu'il n'y a pas un projet financier autour, etc., ça marchera pas. Et j'ai envie de dire, c'est un peu partout dans tous les changements de RP, mais dans tous les marchés. Mais encore plus là où, de toute façon, il y a quelque chose d'un petit peu d'obligatoire qui va être de dire on absorbe le flux. Et le flux, est-ce qu'on en fait quelque chose ou est-ce qu'on continue à délivrer la même proposition de valeur? Et là, ça va jouer vraiment sur le terrain après entre les cabinets. Et je pense que la vague de consolidation des cabinets vient aussi de ça. Il y a aussi beaucoup de gens qui regardent le truc, d'experts comptables, qui se disent en fait, finalement, j'ai pas de projet d'entreprise. Je suis du libéral, je suis un cabinet, je suis un libéral. C'est aussi inhérent à la profession. À la profession. Il y a une profession libérale. Avant, je travaillais avec les médecins, c'était un peu pareil. Voilà. Et là, il faut switcher vers un projet d'entreprise avec il y a un gros changement sur le marché. Il y a des décisions industrielles à prendre. On peut pas tout faire, on peut pas être au four au moulin. Donc c'est normal que certains cabinets disent, en fait, on va rejoindre des gens plus gros parce qu'on a l'impression qu'il y a un projet. Et je vois beaucoup en M&A sur les cabinets comptables, parce qu'on en voit quand même beaucoup passer. Et ceux qui aujourd'hui sont en train de gagner sur le marché, c'est aussi ceux qui ont des projets, des vrais projets, des projets de stratégie, de vraies stratégies d'entreprise. Voilà. Et on voit bien que sur les acquisitions, parce qu'il y a quand même toujours beaucoup d'acheteurs sur chaque candidat à la vente, et voilà, c'est quelque chose qui va faire la différence. Et quand le cabinet acheteur a un vrai projet stratégique, a une vraie vision, et du coup ça rassure la cible qui dit bon voilà, avec eux je serai bien, mes associés seront bien, mes collaborateurs sont bien, il y a un vrai avenir pour tout le monde, et on croit en leur projet. Et je pense que l'enjeu de la profession, il est là, il est sur c'est la conduite du changement, c'est comment j'emmène mes collabs et comment, en tant que leader de mon organisation, comment je leur amène de la digitalisation, de l'automatisation, comment je leur explique que je vais passer cette nouvelle réforme, qu'est-ce que ça veut dire pour eux dans leurs tâches, dans leur descriptif de poste, dans la valeur perçue, dans leur contact avec le client, dans leur organisation du travail. Donc est-ce qu'on va mesurer les KPI qu'on mesure en interne aussi? Est-ce qu'on mesure du temps, du Mali, du Boni, ou est-ce qu'on mesure des choses différentes? Et est-ce qu'on mesure plutôt du chiffre d'affaires, de la marge? Alors même si on le fait déjà, je veux dire, voilà, je pense qu'il y a une réflexion à avoir sur c'est quoi mon projet, et ensuite je prends les outils qui me paraissent les meilleurs pour mon projet. Et nous, en tout cas Visma aujourd'hui en France, on est là pour construire l'écosystème où on va pouvoir répondre, comme je disais tout à l'heure, en best of breed, c'est-à-dire en briques fonctionnelles sur les besoins de chaque expert comptable. Justement, tu parlais de Visma, j'étais en train de calculer 2022, on arrive en 2025, ça va faire 3 ans. Qu'est-ce que tu fais en 2025 ? 2025, je suis toujours chez Incom jusqu'au 31 décembre. J'ai signé aujourd'hui jusqu'au 30 juin 2026. Donc il me reste encore 2 ans, c'est assez long. Mais écoute, pour l'instant, je te dis, au début, quand j'ai vendu, je me suis dit, j'ai eu le blues, et puis surtout que c'est la 3e fois que je vends, et les 2 dernières fois, je n'étais pas resté. T'avais vendu et t'étais sorti direct. Et d'autres sociétés, okay. Avant. Et là, je me suis dit, quand j'ai signé pour 3 ans et 2 mois, plus, parce que ça, c'est la fin de mon earn-out. Après, j'ai signé même pour 3 ans et 8 mois. Et t'as le petit blues au départ, tu dis, oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je vais faire? Pourquoi j'ai fait tout ça depuis 10 ans, après quoi j'ai couru, tu te dis mais voilà, bon. Et puis toi, il y a un petit peu de temps qui passe, tu pars en vacances, et puis là tu dis bon, ok, et puis tu te reprends, et puis c'est là où j'ai commencé à voyager un peu dans
dans l'Europe du Nord pour comprendre ce que c'était. Et après, j'ai découvert un groupe super, un groupe où je peux être entrepreneur. Et parce que c'est que les entrepreneurs, en fait. C'est assez incroyable, quoi. T'as 200 gars et c'est 200 entrepreneurs. Ça doit être particulier. Et il y a 20 000 salariés derrière, quand même, hein. Il y a 20 000 salariés. Mais tout le monde est expert pushy, et c'est ça ce qui explique aussi la croissance du groupe, hein. 20% de croissance. C'est énorme, hein. 27 points de d'EBITDA. Non, mais c'est énorme. Les chiffres donnent le tournis, mais je trouve ça impressionnant d'arriver à garder 200 entrepreneurs quand on sait le tempérament d'un entrepreneur comme toi, on va dire, pour voir un peu ce que tu fais, à arriver à te dire, ok, il y en a 200 comme ça, c'est ce qui fait que ça pousse, mais comment tu les tiens, quoi? C'est quoi le secret? Des grosses soirées. Hein, ça aide à souder, à souder. De toute façon, les séminaires, comme tout, c'est plutôt du temps ensemble, et c'est aussi tout le Tour de France. Là, je reviens du Tour de France parce que où j'ai emmené des clients sur des étapes du Tour. C'est vrai que c'est aussi fédérateur. C'est fédérateur entre nous, et puis c'est fédérateur avec nos clients, parce que nos clients voient aussi la machine qu'on a derrière. Du coup, aujourd'hui, je m'éclate dans ce qu'on fait, dans l'écosystème, en France, j'ai envie de dire dans les grands pays d'Europe du Sud, parce que globalement, pour que Visma continue à soutenir cette croissance de 20% par an, il faut aller sur les gros marchés. Les gros marchés, hein, c'est France, Espagne, Italie, Pologne, c'est les gros marchés européens. Et c'est aussi pour ça que Visma a voulu rentrer en France. C'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, on est actif en France, c'est qu'on sait que c'est un gros marché, c'est un marché qui est en phase d'aller vers le SaaS, donc il y a des opportunités de marché à prendre. Il y a la facture électronique, il y a Vida, hein, donc la TVA qui arrive aussi, hein, juste derrière, et qui est encore un plus gros boom que la facture électronique d'ailleurs, le e-reporting TVA, et voilà. Donc je pense qu'il y a un vrai momentum, et je pense que Visma a les épaules extrêmement solides. C'est coté ou Non, c'est pas coté, justement. C'est pour ça que quand on a fait la Valo en décembre 2023, donc il y a 6 mois de Visma, parce qu'il y a eu un changement d'actionnariat sur une partie de l'actionnariat d'entreprise, et on a fait une augmentation de capital d'1 milliard à 19 milliards de Valo pré-monnaie, et ça a été en 2023 la plus grosse valorisation européenne privée. C'est quoi? C'est détenu par des fonds Ouais, des fonds, aussi nous tous dirigeants, on détient un petit bout, hein, de Visma. C'est aussi ce qui nous motive à faire grandir la machine, hein. Mais c'est privé, et c'est pas coté. Ça sera coté, mais pas tout de suite. Je pense qu'à un moment donné, il y a une taille qui fait que t'es obligé, mais en essayant de garder toujours cette même dynamique, ce même état d'esprit, cette mentalité entrepreneuriale. Qu'est-ce que tu pourrais partager sur la dernière question? Tu vois, j'aime bien savoir un peu quelles ressources on peut partager aux auditeurs qui sont encore là pour les aider à développer leur cabinet. Et si c'est pas une ressource, ça peut être, tu l'as dit, c'est pour ça que, mais je pose la question, mais on sait jamais, mais j'aime bien l'aspect séminaire où tu vas venir créer du lien. Ça, c'est un des trucs qui permet de souder 200 entrepreneurs ensemble. Donc les cabinets peuvent s'inspirer en faisant des séminaires comme ça. Est-ce que t'aurais autre chose, un peu une bonne technique, une ressource, une vidéo YouTube, un podcast, un livre? Non, moi j'avais un investisseur qui m'avait fait écrire ce qu'il avait appelé un VSTR, Vision, Stratégie, Tactique, Résultat. Et c'est quelque chose que je trouve qui est assez bénéfique dans une entreprise, de dire on se pose et on écrit c'est quoi notre vision, c'est quoi notre stratégie, c'est quoi notre tactique, et nos résultats qu'on essaye d'atteindre, et de le découper en saison ou en année, ou en période fiscale. Et c'est un bon élément d'animation interne. C'est un bon élément d'alignement avec ses associés aussi, parce que ça permet aussi de savoir, surtout dans les cabinets où aujourd'hui il y a quand même aussi pas mal d'associés qui détiennent une grosse part du capital et qui sont plutôt sur la sortie, et de se dire là nous on est là pour les 5-10 prochaines années, on a besoin d'écrire notre projet stratégique, on a besoin d'écrire et de s'aligner ensemble, et c'est là aussi on peut aussi constater des alignements pour dire il faut peut-être revoir la gouvernance, parce que justement on n'est pas tous alignés sur le même projet, et donc c'est assez généraliste en termes d'entreprise, mais je trouve qu'il n'y a pas assez de cabinets qui le font. Intéressant, VSTR. Et ils sont toujours un peu la tête sous l'eau.
il y a une vraie reconnaissance du chiffre d'affaires apporté par chaque associé. Alors que il y a peut-être un associé qui est peut-être meilleur pour justement porter un plan stratégique et s'assurer qu'on le délivre tous les jours et que les projets ils avancent et que par rapport à nos engagements, à cette tactique, à ces résultats qu'on voulait atteindre sur plein de sujets, que ce soit la satisfaction de nos collaborateurs, la rétention, il y a plein de KPI qui doivent être créés. Et c'est vrai que ce côté de dire maintenant il faut encore que je ramène 1 million de chiffre d'affaires parce que si je le fais pas et donc les mecs sont en surchauffe ou ils disparaissent pendant la période fiscale, etc. C'est compliqué et je pense que culturellement faut passer de l'esprit entreprise de cabinet entreprise, quoi. Et je comprends le côté, on est des associés, on doit tous ramener le chiffre d'affaires et participer au chiffre d'affaires, mais il y a un moment donné, il faut prendre le temps de la stratégie. Et ça, c'est un truc que j'ai encore plus compris dans cette aventure Income, puisque aujourd'hui, moi, je suis plus trop dans l'opérationnel. J'ai une équipe de direction aux produits, à la tech, aux revenus, à la finance, en opérationnel qui gère. Finalement, je gère un petit codir. Je suis encore présent sur les gros clients parce qu'il y a aussi une question de vision et de réassurance sur c'est quoi la stratégie de Visma, tout simplement, la stratégie Income, la stratégie Visma. Mais je prends aussi beaucoup de temps pour essayer de comprendre où est-ce qu'il faut qu'on aille, comment il faut qu'on travaille, notre positionnement de marché, puis les choses importantes à développer en interne, et puis j'essaye de faire participer aussi beaucoup les gens. Je vois aussi très facilement qu'on achète une société, il y en a où c'est le dirigeant fondateur qui fait tous les reporting à Visma, etc. Moi j'écris pas 2 lignes dedans, c'est pas moi qui le fais. Et les 10 lignes que je peux mettre par mois dans mon management report, c'est l'IA, c'est pas moi. Donc je veux dire, mais voilà, je pense que c'est prendre le temps de construire une machine qui fonctionne toute seule, ou une machine qui est où on est toujours là, et les gens se disent parce que c'est la vision, c'est la stratégie, elle est là, elle est faite, mais justement on est plus puissant. Je trouve que pour le faire, et parce que en fait on peut vraiment se poser et réfléchir, et tu vois, moi j'ai une autre société à côté, Visma, c'est aussi ça qui est cool avec Visma, c'est que comme je suis un entrepreneur, il te laisse faire, il me laisse faire, et qui est pas du tout dans le même secteur, mais ils ont compris que quand de la façon dont je travaille, finalement en quelques heures je peux leader une autre entreprise parce que je suis pas dans l'opération. Et que je suis là pour challenger mon business model, pour challenger des choses dans l'entreprise, mais aussi savoir déléguer, savoir se reposer sur des gens, savoir c'est important. Et je pense que mais ça vaut pour tous les entrepreneurs, mais ça vaut surtout pour les cabinets comptables qui ont une tendance culturelle à se valoriser par l'opérationnel, et c'est écrit dans leur titre, expert comptable. Mais je pense que parfois il faut sortir de ça et prendre du recul pour bien orienter son entreprise, son cabinet pour les 5-10 prochaines années, et construire la valeur qu'ils vont amener à leurs clients demain. Parce que la valeur qu'ils amènent à leurs clients demain, c'est leur fonds de commerce. Le fonds de commerce de l'expert comptable, c'est pas l'or noir, la data. Moi, j'y crois pas trop. Moi, c'est la proximité. C'est la proximité, c'est le fonds de commerce. C'est la relation. Le fonds de commerce. Mais pas la. Ouais, ton banquier, tous les 3 ans, il change. Ton expert comptable, il s'est installé, il est installé pour sa vie au même endroit, et tu sais que, et tes enfants, ils vont le voir, etc. Donc, c'est ta proximité, c'est le relationnel. Et c'est quelque chose qu'il faut réussir à développer aussi dans ses équipes. Et malheureusement, j'entends beaucoup d'experts comptables me dire, tu sais, les collaborateurs, ils font comptable pour pas faire commerce. C'est dommage, parce qu'aujourd'hui, la vraie valorisation par le chef d'entreprise de son cabinet comptable, c'est la proximité qu'il a avec l'expert comptable, mais aussi avec les collaborateurs. Et nous, on est là pour essayer, en tant qu'Income, en tant qu'outil de production comptable qui automatise cette production comptable, c'est justement les aider à dire, je vais être plus avec mon client. Je vais être plus en proximité, parce que, et puis même le digital est un outil de proximité.
Parce que t'as beaucoup plus d'interaction, tu vois ce que le gars a fait, tu peux poser des questions. Il y a un pont entre le client et le collab. Beaucoup plus fort que via des envois d'emails. C'est sûr que ça vient renforcer si tu l'utilises bien et que c'est bien fait, quoi, que c'est bien cadré et que tu réponds bien au bon moment, quoi. Donc voilà, si tu me demandais mon petit conseil par rapport à tous les experts comptables que j'apprécie énormément, que je rencontre au quotidien, parce que c'est un métier passionnant, et sont des gens passionnants, parce que en plus c'est des gens très besogneux, qui vont au bout des choses, qui vont pas se coucher s'ils ont pas fini, et il y a une vraie valeur travail chez eux, et c'est très agréable de travailler avec des gens comme ça. Merci Romain. Où est-ce qu'on te suit, où est-ce qu'on te contacte, où est-ce qu'on suit l'aventure? Parce que là, ce n'est que le début, tu vois. Je pense que les achats vont continuer, Income va continuer de se développer, Visma va continuer de prendre de la place sur le marché français. Où est-ce qu'on te suit, où est-ce qu'on peut te contacter? Alors, on mettra en commentaire. Alors sur LinkedIn, on met ton profil. C'est bien. Sur LinkedIn, et puis après, sinon sur mon mail, romain.passy@visma.com. Impeccable, on te mettra ça aussi en description. Écoute, merci. T'as passé un bon épisode? J'ai beaucoup parlé, pas trop. C'est le but. C'est pas moi qui, déjà, je prends suffisamment la parole sur les réseaux sociaux. Si en plus je parlais trop sur les podcasts. Non, mais c'était cool. Franchement, j'ai beaucoup aimé avoir ton feedback comme ça. Et puis j'espère que ça a été utile au plus grand nombre. Surtout, du coup, si vous êtes toujours là, vous connaissez la musique, vous prenez votre téléphone et vous mettez 5 étoiles. Bon Dieu, mettez 5 étoiles sur cette plateforme de streaming. Je sais pas à quoi ça sert, mais ça fait toujours plaisir. Par contre, ce que j'aime beaucoup, c'est quand vous m'envoyez des messages ou quand vous envoyez des messages aux invités. Parce qu'on dirait pas comme ça, mais ça nous prend un peu de temps de produire tout ce contenu et de se montrer face à vous, et ça fait toujours plaisir de savoir que c'est utile pour vous, parce que c'est pour ça qu'on fait ces podcasts. J'en profite quand même pour dire que du coup on sort cet épisode juste Exactement. avant le congrès. On sera bien évidemment présent au congrès et on aura une grande soirée le 10 octobre. C'est le quoi? C'est le mercredi? C'est le jeudi soir. Wow. C'est le jeudi soir, une grande soirée à la sortie du congrès. Justement avec la CEO de Visma, le DG de Visma, et on sera là sur scène pour présenter la stratégie de Visma en France avec toutes les dernières annonces d'acquisition qui auront été faites jusque-là. Et donc tout le monde est invité. Voilà, on a de la place pour tous les experts comptables. Donc ça c'est aussi un moment important. Rendez-vous donc jeudi 10 octobre à Marseille pour avoir la suite de cet épisode. Je résume bien. Impeccable. Et ça sera facile à voir puisque c'est le Vélodrome. Et il sera Ce qui me fait rire, c'est que ça me rappelle quand tu avais fait la soirée Income de lancement d'Income c'était aux UE de Paris ou c'était au Congrès de Paris. C'était au Congrès de Paris et tu avais fait la soirée de lancement d'Income, donc c'était bien fléché et juste en bas du Palais des Congrès. Je vois que la recette, on reconnaît la patte. Bon, impec. Merci Romain et à très vite pour un nouvel épisode. Ciao, ciao.